Bienvenue sur TMTV Tamacheq. Après la dissolution du bureau du Haut Conseil malien au Sénégal, aussitôt, le calendrier électoral a été initialement établi, prévu le 21 janvier 2024, auquel une assemblée générale élective se tiendra, au cours duquel le futur président du Haut Conseil sera choisi. Cette fois-ci, cette élection se passera de façon transparente. Et nous allons également discuter sur les conditions d'organisation de ce scrutin et nous allons également discuter sur les conditions de recevabilité et de la validité des candidatures. Nous allons aussi discuter sur le programme du président sortant. Et nous avons comme cet invité M. Almadane Ibrahima Touré. Il est le secrétaire général de l'association Al-Bilali Soudan. Il est également président des résidents Cercle de Soudan au Sénégal. Il est aussi, comme je le disais tout de suite, le président sortant du bureau du Haut Conseil malien établi au Sénégal. Bonsoir M. Touré. Bonsoir M. Sissé. Merci d'être venu sur le plateau de TMTV. Merci, vous aussi. Alors, vous le savez très bien, la dissolution du bureau du Haut Conseil. Et par rapport à cette dissolution, justement, est-ce qu'on peut dire que le droit a triomphé ou bien vous êtes satisfait du résultat issu du recours du contentieux électoral? Voilà, je vous remercie. C'est toujours un plaisir de revenir sur votre plateau. La dernière fois, je ne me rappelle pas encore quelle date. Oui. Ça s'était passé dans des conditions formidables. Et c'est vrai, vous avez parlé de dissolution. Je crois qu'on ne devait pas arriver jusque-là. Il aurait fallu seulement qu'on respecte nos textes. On aurait évité tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les textes du Haut Conseil sont clairs à ce sujet. Pour le renouvellement du bureau, c'est le bureau sortant qui organise l'Assemblée, soit à la convocation du président ou des 2/3 des membres. Donc si cet état-là était respecté, je crois qu'on n'aurait pas vécu tout ça. Alors voilà ce qui s'est passé. Une mission est venue de Bamako le 28 octobre. Dans un premier temps, on nous avait dit que la mission venait pour renouveler le bureau. Mais à notre grande surprise, le samedi 28 octobre, pendant qu'on était là à l'ambassade du Mali, en train d'attendre les directives pour aller soit à une élection, à un consensus, on nous a lu un PV, un soi-disant PV d'huissier qu'on n'a jamais vu d'ailleurs, et des motions de félicitations. Après lecture de cette motion et les félicitations, on nous a informé que l'Assemblée n'est plus une assemblée élective, mais plutôt une assemblée d'information, à l'issue de laquelle on nous a annoncé que Salia Coulibaly a été désigné comme président du Haut Conseil des Maliens du Sénégal. Ça, c'est aux antipodes même de nos textes. Et comme je l'ai dit tantôt, nos textes ont prévu 2 formes seulement de désignation. Soit le consensus, là tout le monde est d'accord, les associations qui composent le Conseil sont d'accord pour dire que, bon, en raison de tel critère, voilà celui-là, on le désigne. Et ça fait l'objet d'un accord. Ça, c'est le consensus. Donc le choix n'a pas été fait conformément à ces textes et règlements du Haut Conseil. Tout à fait. Donc ce consensus n'ayant pas été obtenu, la seule formule qui restait, c'était d'aller aux élections pour départager les candidats, les différents candidats. Bon, évidemment, les candidatures sont libres, elles sont recevables au niveau du bureau, le bureau sortant. Mais dans le cas d'espèce, on a ignoré le bureau sortant. C'est Bamako qui est en train de vouloir tout faire, le Haut Conseil des Maliens, le bureau central. J'avoue qu'on n'a pas besoin d'être devin pour ça, parce que tout ça, c'est dirigé contre une seule personne, ma personne, le président sortant. Est-ce qu'après la dissolution justement de ce Haut Conseil, la fêtière, est-ce que vous êtes satisfait? Puisque lorsque on a fait le choix de la sorte, vous avez tout de suite enclenché des recours.
Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui? Voilà, donc les recours, ça c'est avant la dissolution. C'est consécutivement au recours que la dissolution est intervenue. Justement, avant la dissolution du bureau. Non, absolument, on n'était pas satisfait. C'est ce qui a fait qu'on a fait des recours. D'accord. Des recours et des requêtes en annulation. Bon, les requêtes, quand on parle de requêtes en annulation, généralement c'est avec un PV d'huissier qu'on introduit au niveau des tribunaux. Mais on n'est pas arrivé jusqu'à ce stade. Le bureau du Haut Conseil a tout de suite pris les choses en main. J'étais à Bamako, on m'a convié, on a discuté, on a échangé. Je crois qu'on était tombé sur un accord qu'une mission devait venir à Dakar pour essayer d'entendre les différentes parties. Alors ce qui a été fait, la mission est venue, on nous a entendus, on nous a fait des propositions de date. Alors, on va y revenir. Donc, c'est tous ces recours de contentieux électoral qui a conduit aujourd'hui à la dissolution de la fêtière. Voilà. Alors, cela dit, aujourd'hui, justement, après la dissolution du Haut Conseil, une date a été retenue. C'est celle du 21 janvier 2024, au cours de laquelle une assemblée générale élective va se tenir pour choisir cette fois-ci le président du Haut Conseil dans la plus grande transparence. Et justement par rapport à cette date-là, est-ce que ça vous convient en tant que président, président sortant? Justement, et je dois vous dire très franchement que la date du 21, c'était seulement une proposition qu'on devait soumettre au candidat. Bon, si l'autre parti a accepté, moi pour des raisons d'éthique, je me suis dit qu'il fallait quand même observer un temps de répit parce que le pays dans lequel nous vivons, le Sénégal, entre déjà dans une ère électorale. Le 5 janvier, il y a ce qu'on appelle la pré-campagne qui a commencé. Elle va continuer jusqu'au 3 février. Du 3 février au 23 février, c'est la campagne proprement dite. Mais il y a une précision, M. Touré. Et avant de retenir officiellement cette date, est-ce que l'entité qui a pris cette décision avait soumis cette date-là à l'appréciation des candidats? Justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Oui. On nous a proposé, c'est pourquoi je dis qu'on nous a proposé. D'accord. On nous a proposé deux dates, entre le 14 et le 21. Les deux dates n'ont pas rencontré notre adhésion parce que j'ai dit que pour ces raisons-là que je viens d'évoquer, les élections au Sénégal et puis tout ce qui s'ensuit. Et voilà, je ne sais pas, on ne sait pas demain ce qui va se passer parce qu'on sait que quand il y a élection dans un pays, il y a toujours des mouvements d'humeur, il y a toujours je ne sais pas, il y a toujours des mouvements d'humeur. Donc, pour prévenir tout ça, je dis, bon, est-ce qu'on ne peut pas décaler un peu pour permettre aux Sénégalais d'organiser leur élection, de finir avec leur campagne. Et maintenant, nous, on est là, on organise ce qu'on veut. Bon, j'ai fait ça sous forme d'amendement parce qu'il y a eu un PV de non-conciliation. Parce que dans le PV de non-conciliation, il était demandé si je pouvais désister pour le Salia, mon concurrent, ou bien si ce dernier pouvait désister pour moi. Donc ça n'a pas été fait, ça n'a pas réussi. Donc tout de suite, tout ce qui restait maintenant, c'est aller aux élections. Même maintenant, pour aller à une élection aussi, il y a des conditions. Et par rapport à cette date, précisément, par rapport à cette date, est-ce que quand vous avez fait une recommandation à cet effet, est-ce qu'elle a été prise en compte? Bon, dans les amendements que j'ai faits, il y a d'abord les cartes de membres. Parce que j'ai fait comprendre à l'autorité, à notre hiérarchie. Notre hiérarchie, évidemment, c'est le Haut Conseil des Malins et les Sœurs depuis Bamako. Les missionnaires qui sont venus, je les ai fait comprendre que si on nous demande d'aller aux élections avec les cartes de membres... À cette date, le 21. À cette date, le 21, oui. Ça va être compliqué. Puisque moi, j'ai fait les demandes de cartes depuis le 23 février 2023. Je n'ai pas reçu de carte. En quelque sorte, on m'a bloqué au niveau des cartes. Pendant ce temps, on donne les cartes à l'autre tendance qui a commencé à les placer. Et jusqu'au jour où on nous propose le 21. J'ai dit, bon, écoutez, par rapport à cet état de choses-là, on ne peut pas aller parce qu'il y a iniquité, il n'y a pas d'égalité entre les candidats. Parce que l'autre temps, quand vous les avez donné les cartes, ils ont commencé à placer jusqu'à cette date aujourd'hui. Et si on doit aller à l'élection avec ces mêmes cartes-là, c'est déséquilibré. Est-ce que vous êtes sûr que l'autre carte avait reçu... Non, si, il a confirmé. Est-ce que d'autres candidats, j'allais dire, avaient reçu les cartes? Si, il a confirmé devant la mission. Donc c'est par rapport à ça maintenant que j'ai écrit. Après, et vous, qu'est-ce qui explique que vous n'avez pas reçu
Bon, alors que d'autres candidats ayant déjà reçu les cartes. Mais c'est ce que j'ai constaté, j'ai constaté ça, je les ai écrits, j'ai dit qu'à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas eu de carte. Ils m'ont dit que non, l'autre a payé les cartes, j'ai dit non. Dans les statuts et règlements du Haut Conseil, il n'est dit nulle part où les candidats doivent payer les cartes. Les cartes sont confectionnées par le bureau central, le Haut Conseil à Bamako, qui les met à la disposition des pays. Et les pays placent les cartes au fur et à mesure de leur mandat, puisque la durée des cartes correspond pratiquement à la durée du mandat. Donc, quand vous êtes élu, on vous envoie un certain nombre de cartes que vous placez au fur et à mesure jusqu'à la fin de votre mandat. Et les cartes sont vendues à 3 000 francs ici au Sénégal. Mais la fêtière, Bamako, même le bureau central donne les cartes à 1 000 francs. Et ici, nous les vendons à 3 000 francs. En retour, on verse 1 000 francs par carte pour le Haut Conseil à Bamako et les 2 000 francs, on les garde pour approvisionner notre D'accord, on va revenir sur cet aspect très important. On va savoir si sont un critère très important concernant les conditions de recevabilité, de validité des candidatures. Alors, la question que je veux poser tout de suite, c'est par rapport à la date, le calendrier. Voilà. Le 21, est-ce que c'est une date qui est tenable? Aujourd'hui, au-delà du Haut Conseil, est-ce que vous avez pris l'initiative, vous, candidats sortants, ou bien l'entité qui est en charge d'organiser cette Assemblée générale élective, d'informer les autorités administratives ou locales, en l'occurrence le préfet et le gouverneur de Dakar? C'est ça, c'est ce qu'on a fait. Nous, on a pris toutes les dispositions. Oui. Parce que par la suite, il est arrivé un moment où on m'a exclu. C'est ça, il faut dire les choses comme elles sont. On m'a exclu. Parce que toutes les correspondances sont là. Hein. J'ai écrit pour leur dire que voilà, pour aller à l'élection, les conditions qu'on nous pose sont pratiquement intenables parce que nous, on n'a pas les cartes de membres. Si on doit aller à l'élection sans carte de membre, c'est comme si on nous exclut parce qu'on ne nous a pas donné les cartes. On m'a répondu, la réponse est là. Dans cette réponse, c'est fait le 9 janvier. On me dit que, bon, compte tenu de la situation, les cartes de membres ne seront plus exigées pour aller à l'élection. Déjà, il y a une des conditionnalités qui tombe. Est-ce qu'il n'y a pas eu une substitution des cartes de membres par la carte consulaire? Non, il n'y a pas eu de substitution. Okay. C'est clair, hein, c'est clair, puisque l'article 40 du règlement extérieur du Haut Conseil dit clairement que est membre du Haut Conseil toute personne qui détient la carte de membre. Vous avez compris? Donc nous, quand j'ai posé le problème, des problèmes de carte parce que je ne les ai pas reçus, j'ai la demande avec moi, c'est bien reçu, c'est bien arrivé à leur niveau. Ils ont fait en sorte que je sois bloqué, que je ne reçois pas les cartes. Et pendant ce temps, l'autre tendance, on les a donné les cartes qu'ils ont continué à payer. Quand j'ai attiré leur attention, le président lui-même m'a appelé au téléphone pour me dire qu'effectivement tout ce que tu dis là est vrai. Donc les cartes ne sont plus exigibles pour aller à l'élection. Maintenant, c'est seulement la carte d'identité consulaire et la carte NINA ou une attestation d'enrôlement au RAVEC. Bon, ça c'est fait le 9. Curieusement, le 12, je reçois une autre correspondance où on intègre encore les cartes. Après m'avoir dit que les cartes ne font pas partie du processus pour cette fois-ci. Ils ont dit que le nouveau bureau qui sera issu de cette élection prendra en charge le placement des cartes. M. Touré, est-ce qu'il n'y a que vous qui êtes dans une telle situation? Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Bon, je crois que tous sont dans ça, hein, mais peut-être que les autres, ils ont je ne sais pas, je ne peux pas parler à leur nom. En tout cas, moi, je défends mes intérêts jusqu'à preuve du contraire. Je ne peux pas parler au nom des autres. Certainement que vous aurez l'occasion de les inviter par rapport à cette situation et vous serez édifiés. Alors, concernant, en dehors de la date pour la tenue de ce scrutin-là, il y a le lieu qui va faire office du bureau de vote. Absolument. Initialement, c'était l'ambassade, mais on s'aperçoit aujourd'hui l'ambassade aurait décidé de se désengager. Tout à fait. Voilà, donc, maintenant, où va se tenir le bureau de vote, le scrutin? J'avoue que depuis un certain temps, je ne connais plus rien du processus, franchement. Parce que depuis la dernière fois, le 12, qui m'ont adressé la correspondance pour me dire que pour aller à l'élection, il faut tenir compte de l'article 40 des statuts. Moi, je sais que l'article 40 des statuts et règlement intérieur, du règlement intérieur de Mos, dit clairement que pour aller à une élection, il faut avoir la carte de membre. Et nous, pendant ce temps, on nous a bloqués à ce niveau, on n'a pas reçu les cartes de membre.
Et le lieu aussi, l'ambassadeur n'a pas accepté que tout cela se tienne à la chancellerie. Il me semble qu'ils ont cherché des lieux, des écoles privées. Pourquoi, selon vous, certes vous n'êtes pas dans les secrets de Dieu, mais pourquoi l'ambassade avait refusé à ce que le scrutin se tienne dans un endroit habituel? Vous savez que déjà, le 28 février, oui. Le 28 octobre 2023, il y a eu une tentative qui n'a pas marché parce que... De troubles. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Ça n'a pas marché parce que de là, il allait même avoir des affrontements sanguinaires. Donc, par conséquent, voilà, c'est ça. Et puis, c'est après tout ça... Pour mesure de sécurité. Voilà, pour mesure de sécurité, l'ambassadeur a dit qu'aucune élection ne se tiendra à la chancellerie. Et c'est ce qui a fait qu'ils se sont orientés vers d'autres structures. Nous, l'autre jour, j'ai saisi toutes les administrations du Sénégal pour leur dire attention, notre communauté court un danger réel. Parce que mettre ensemble les deux camps pour leur dire de faire une élection, ça c'est vraiment donner cours à toutes sortes de dérives. Bon, c'est l'administration. J'ai informé, c'était mon devoir d'informer et je l'ai fait. Donc j'ai informé, j'ai attiré leur attention sur le risque de trouble à l'ordre public pendant ce moment-là. Ouais, donc je ne sais pas ce qui s'en est suivi. En tout cas, c'était mon devoir. Alors, est-ce que, en dehors de l'ambassade, en dehors de la chancellerie, est-ce que vous avez été informé par rapport à un autre endroit qui aurait été choisi par l'entité? Voilà, donc on m'a dit, enfin comme tout le monde, hein, j'ai été informé comme tout le monde. C'est des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai plus reçu de correspondance depuis celle du 12 octobre. Mais M. Touré, ce n'est pas officiel, ça, par la voie des réseaux sociaux. Non, si, pourtant. Et c'est sur ça qu'ils sont en train de travailler. Hein. Ils ont choisi le centre, l'école Fleuris qui est à Dakar Plateau, une école à Pékin Taliboubès, et une école à Kolda. Le choix de Kolda pose problème, hein, parce que Kolda, je ne sais pas sur quelle base ils se sont... je ne sais pas sur quoi ils se sont basés. Monsieur Touré, à date, est-ce qu'une correspondance vous a été notifiée où on vous indique officiellement le lieu du scrutin en tant que président sortant? Non. C'est ce que je suis en train de dire. Aucune correspondance ne m'a été adressée en dehors de la correspondance 4B du 12 janvier 2024. Et là, il réaffirme aussi la tenue de l'élection à date, c'est-à-dire le 21. Quel que soit le nombre de candidats, quels que soient ceux qui vont participer, en tout cas, ils vont retenir ça. Donc, c'est comme ça qu'après ça, toutes les autres informations que j'ai reçues, c'est par voie de presse, par les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, il y a un doute par rapport à la date, le 21, un doute également par rapport au lieu. Alors concernant, vous avez évoqué tout de suite l'article 40 du règlement intérieur. Le règlement intérieur, il y a aussi un autre article 26. Est-ce que, me semble-t-il, au moment de la mise en place du bureau du Haut Conseil, cet article ont été violés. Est-ce que cette fois-ci, l'entité a décidé d'élaborer de nouveaux textes ou de règlements, ou bien vous maintenez le statut qui est en vigueur? Bon, il n'y a pas eu de changement puisque les textes sont renouvelés lors des conférences nationales. Oui. Les conférences, c'est tous les 5 ans. La dernière conférence, c'était en 2021. Donc après ça, il n'y a pas eu de nouveaux textes, il n'y a pas eu d'amendement. Même les conseils d'administration ne modifient pas, c'est seulement la conférence où tous les pays se rencontrent, tous les délégués des pays se rencontrent pour faire des amendements, soit des propositions, des validations, pour changer les statuts. Les statuts sont restés les mêmes. Okay. Les statuts sont les mêmes. Vous avez parlé de l'article 26. L'article 26 est mis de côté parce que le bureau sortant même, on l'ignore aujourd'hui. Dans la réalité, c'est le bureau sortant qui doit organiser les élections, quelles que soient les circonstances. Pourtant, cet article 26, il est très important dans la mesure où c'est cette disposition-là qui régit l'Assemblée générale élective. L'article n'a pas changé, mais on l'a ignoré.
L'article 26 a été ignoré. On ne l'a pas changé. Il est là, il n'a pas été... Est-ce que, à votre connaissance, il y a combien de candidats? Bon, c'est ce que je suis en train de dire, parce que officiellement, je n'ai reçu aucune correspondance pour... Même ma propre candidature, on ne m'a pas notifié si elle a été rejetée ou si je suis retenu. Je suis maintenu. Vous voyez, c'est là où le bas blesse, quoi. En matière de candidature ou bien en matière d'élection, quand tu déposes ta candidature, on te notifie si elle est rejetée, si elle est maintenue. Comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les élections du Sénégal. Les gens ont fait les parrainages, ils ont vérifié les parrainages. Maintenant, à partir d'une certaine date, on publie la liste des candidats retenus. Si après maintenant il y a des recours, oui, ou bien si c'est en amont ou bien en aval que le recours devait se faire, les gens l'ont déjà fait. C'est comme si cela est en train d'être fait en ce moment. Voilà. Les candidats recalés. On ne peut pas exclure quelqu'un sans lui notifier. Parce qu'il est clair que, quelle que soit la faute commise, même si moi j'avais commis une faute, quelle que soit la faute commise, et celui qui commet la faute doit être entendu avant d'être sanctionné. Ça, c'est le principe même, c'est un principe de droit, ça. Alors, tout récemment, vous avez évoqué un élément très important, c'est les conditions de recevabilité et de validité des candidatures. Dedans, il y a un aspect très important, c'est est-ce que la candidature, elle est indépendante ou bien le candidat est porté par une association enregistrée reconnue? Non, le Haut Conseil, le mode d'adhésion même, si je dois vous l'expliquer, oui, on peut adhérer seul ou bien adhérer en association. C'est libre. Hein? Oui. Vous pouvez adhérer à partir d'une association, vous pouvez adhérer aussi seul. Donc les candidatures aussi, c'est la même chose. Il y a des gens qui n'ont pas d'association, qui peuvent être candidats. Tout Malien établi au Sénégal dans le cas d'espèce peut être candidat à une élection du Haut Conseil. Peut-être on va me dire il faut posséder la carte d'électeur, la carte de membre. Puisqu'il faut adhérer, c'est après adhésion maintenant qu'il faut prendre la carte de membre. On ne prend pas la carte avant d'adhérer. On adhère, ensuite on prend la carte. Donc une fois qu'on adhère, on a la carte, on est électeur, on est éligible. C'est ça le principe. Dès que tu entres, tu as la carte de membre au conseil, tu es électeur, tu es éligible. Il y a aussi un aspect qui est très important aujourd'hui, la qualité même de Malien de l'extérieur. Qui est Malien de l'extérieur? Parce que j'ai vu récemment, ils disent que tout Malien peut voter, peut participer au vote. Je crois que c'est dangereux. C'est dangereux, ça conduit à des situations qu'on ne peut plus maîtriser. Est-ce que vous avez pour cela, est-ce qu'un fichier a été établi dans lequel figurent les votants? Normalement, on devait tenir un registre pour tous ceux qui ont acheté les cartes d'électeurs, les cartes de membres, je veux dire. Il y a un registre qui devait être tenu. Mais à l'heure actuelle, en tant que président sortant, je sais qu'il n'y a pas de registre. Et ce qui va fausser même cette élection-là dont on parle tant, on dit que tout Malien peut participer à cette élection. Même le bana, je m'excuse de l'expression, le commerçant malien qui vient pour acheter ses bagages. Or, tous ne sont pas enregistrés. Voilà, ils ne sont pas enregistrés. Si on leur donne entre-temps les cartes de membres, ils ont la carte d'identité malienne, ils ont le passeport, le permis de conduire, ou tout autre document malien, ils votent, alors qu'ils ne sont pas maliens de l'extérieur. Les statuts définissent Malien de l'extérieur comme le Malien établi à l'extérieur depuis plus de 6 mois et enregistré dans une ambassade ou dans un consulat. Même la Constitution du Mali, qui est l'acte fondamental, c'est ce que la Constitution aussi dit. Parce qu'il y a le Malien de l'intérieur et le Malien de l'extérieur. Le Malien de l'extérieur, c'est celui qui vit au Mali. On ne peut pas être Malien de l'intérieur et être Malien de l'extérieur, ça c'est quand même une contradiction. Malien de l'extérieur est celui qui vit de façon régulière dans un pays donné. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois, tu es établi au Sénégal, par exemple. Tu n'es pas retourné au Mali. Tu n'es pas de façon permanente ici. Tu es au Sénégal. Tu es enregistré à l'ambassade du Mali. Tu as la carte d'identité consulaire. Parce que quand on est enregistré à l'ambassade du Mali, on te demande, tu prends la carte d'identité consulaire. Tu prends le statut de Malien de l'extérieur. D'accord, on va revenir. Cet amalgame-là, il faut vraiment le rectifier. On va revenir sur ça. Toujours les conditions de recevabilité. Il y a un aspect très important. Qui a été retenu au moment du choix du bureau du Haut Conseil qui vient d'être dissous. C'est le paiement des arriérés. Est-ce que ce critère est encore retenu pour cette élection-ci? Non. Justement, c'est pourquoi je disais que même là, vous savez, c'est même ridicule quand on dit en assemblée d'information que le secrétaire général, qui est la pièce maîtresse même du bureau, on dit que c'est
à la dernière minute qu'il a su que son bureau est redevable d'un certain nombre d'années de cotisation. C'est quand même ridicule. Le secrétaire général, c'est la pièce maîtresse du bureau. Comment pendant 5 ans, on est secrétaire général et pendant les 5 ans, on ne sait pas que son bureau est redevable de cotisation. Je crois que ça fait sourire, quoi. Ça fait vraiment sourire. Donc, je sais, quand l'arbitre devient l'adversaire, c'est un peu difficile. Celui qui devait être arbitre entre nous se sont rangés d'un côté. Le jeu est faussé, quoi. Donc c'est pourquoi on a dans cette situation-là, on est en train de réclamer et ça ne va pas marcher. Est-ce que le cumul de mandats a été pris en compte, cet élément-là? Le cumul de... Non, les derniers textes ont prévu que le président du Haut Conseil pays est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ça veut dire que moi, dans mon cas, j'ai été élu pour 5 ans, je peux encore postuler pour les 5 prochaines années. Au-delà des 5 prochaines années, maintenant, je ne peux plus être candidat. Alors, je veux dire, quelqu'un qui exerce un autre métier professionnel, est-ce qu'on lui donne la possibilité d'exercer aussi la fonction du Haut Conseil? Non, le Haut Conseil... Est-ce que ça a été discuté? Le Haut Conseil est une association. Le Haut Conseil n'est pas un parti politique, c'est une association. Le droit de s'associer est un droit constitutionnel. Comme le droit d'aller et venir, comme le droit de culte. Le culte, c'est pratiquer la religion de son choix. Oui. Adhérer à l'association à laquelle on désire assister. Bon, ça fait débat un moment parce que ceux qui le disent ne savent rien en la matière. Et ici, au Sénégal, les porteurs d'uniformes, dans leur majorité, ne sont pas syndiqués. Pratiquement, il n'y a même pas d'association. Tu ne verras pas de syndicat de policiers, de gendarmes ou bien de douaniers. Ici, au Sénégal, il n'y en a pas. Par contre, au Mali, nous avons le syndicat. Le SYNTAD, c'est le syndicat des administrations et services. Le SYNTAD. Les administrations d'État, du moins. Le syndicat des administrations d'État. Ça veut dire que tout le monde est là. Le secrétaire général du syndicat, le plus grand syndicat des travailleurs aujourd'hui, l'UNTM, c'est un douanier, c'est un collègue à moi. Donc là où lui, il a pu être secrétaire général d'un syndicat, moi, pour une simple association, on me dit que tu ne peux pas l'être. Je crois que c'est quand même ridicule. Ça fait sourire. Et si j'avais été un douanier sénégalais, je ne peux pas le prétendre parce qu'ils ne sont pas autorisés à être dans un syndicat, encore moins dans des associations. Nous, au Mali, c'est différent. Le SYNTAD, c'est le syndicat des travailleurs des administrations d'État. Déjà, on a cette formule-là. Hein? L'autre jour, ils ont renouvelé leur bureau. J'ai un frère qui il est inspecteur des impôts. Il a été élu trésorier. On va revenir sur ça. Donc, alors, M. Touré, aujourd'hui... Permets-moi de te dire qu'en droit, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. D'accord. Voilà, on va revenir sur ça, c'est important. Alors, un élément très important, on a vu les raisons pour lesquelles le bureau du Haut Conseil a été dissous. Vous en avez parlé. Alors, vous, le combat que vous êtes en train de mener aujourd'hui, le fondement de ce combat-là, est-ce que vous voulez que les textes et règlements soient respectés ou bien vous voulez revenir à la tête du Haut Conseil? Non. Moi, mon combat, c'est un combat d'équité et de justice. Parce que les hommes passent, hein, les trucs là vont rester. Après nous, ça va continuer. Mais il faut aller sur de bonnes bases. C'est pourquoi je parle d'équité et de justice. Si les choses ne sont pas mises en ordre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va léguer aux nouvelles générations, aux futures générations? Rien du tout. Moi, c'est ça mon problème. Mais imaginez aujourd'hui, si vous arrivez à la tête de ce Haut Conseil, compte tenu des flous qui s'articulent autour de cette élection-là, est-ce que votre élection ne serait pas contestée? Bon, il faut vraiment qu'on améliore les choses. Évidemment, on me dira que toute élection, a priori, pose un certain nombre de doutes, quoi. Ça, c'est même les élections dans les pays, tu vois, en dehors même de nos associations. Il se dit beaucoup de choses. Mais il faut s'accorder à ce que l'on fait soit fait dans la légalité. Quand je parle de légalité, c'est nos textes que nous sommes nous-mêmes fixés. Quand on se fixe des textes, on refuse de les appliquer, je crois qu'on devient la risée du monde. Hein. C'est nous qui avons fixé ces textes-là, les statuts et le règlement intérieur. Quand ça nous arrange, on les applique. Quand ça ne nous arrange pas, on les met de côté.
On a commencé par faire une feuille de route. Au tout début, puisque c'était un long processus. Au tout début, ils ont amené une feuille de route pour dire que les travailleurs qui sont susceptibles d'être mutés ne peuvent pas être candidats. Je dis, mais ça ne Alors, M. Touré, si vous arrivez, imaginez que vous arrivez à la tête du Haut Conseil par la voie de l'élection. Ouais. À partir de ce moment, quel est l'objectif que vous allez vous fixer pour satisfaire les Maliens et les Maliens qui attendent de vous beaucoup de choses? Les Maliens sont confrontés à des problèmes de carte consulaire, ils ont du mal à y accéder. La carte biométrique qui vient d'arriver, il y a des Maliens qui sont en prison, il y a des Maliens qui sont des mendiants. C'est vrai. Voilà. Et Bon, vous, quelle sera vos stratégies pour y faire face? J'ai entendu un candidat dire que s'il est élu, les Maliens du Sénégal ne vont plus payer les impôts. Je dis que mais c'est une insulte, ça. C'est une insulte à sa personne même. Parce que le Haut Conseil, c'est une association. C'est la fêtière des associations. Le Haut Conseil n'est pas l'État du Mali. L'État du Mali, ici, c'est l'ambassade. C'est le consulat. Vous avez compris. Donc, je ne sais pas comment est-ce que le Haut Conseil peut interférer dans les affaires intérieures du Sénégal pour dire aux Maliens qui ne vont pas payer l'impôt. C'est peut-être mépendre à la fêtière. C'est des problèmes, des propos de campagne. Le Haut Conseil n'a aucune rémunération. Le Haut Conseil n'a aucun pouvoir pour interférer sur les décisions de justice ou décisions administratives d'un État. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Nous sommes l'interface entre l'administration, voilà, l'ambassade, l'administration ici c'est l'ambassade, et les Maliens, puisque c'est les différentes associations qui sont regroupées qui ont formé le Haut Conseil. Là, c'est d'où on parle de fêtière. On ne peut que soumettre nos doléances à l'ambassade. Chaque fois que des Maliens ont des problèmes, c'est vers l'ambassade qu'on se tourne pour le soumettre le problème. Maintenant, comment le problème sera réglé? C'est l'État entre États, puisque l'ambassade étant l'État du Mali ici, l'État du Sénégal, c'est leur correspondant, c'est avec eux qu'ils vont discuter pour trouver améliorer un nombre de choses. Et même les cartes d'identité consulaires, oui. Le Haut Conseil ne délivre pas de carte d'identité. Le Haut Conseil ne délivre pas, ne fait pas de passeport, ne fait pas de permis ou autre là. C'est l'ambassade. Quand un Malien a des problèmes, vous pouvez exercer subtilement la pression sur la chancellerie pour diligenter. C'est pourquoi je dis que nous sommes l'interface. Oui. L'interface, c'est le lien entre la communauté et l'ambassade. Parce que l'ambassade ne peut pas appeler tout le monde. Par contre, si l'ambassade nous appelle, nous au Conseil, on peut transmettre l'information dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre du conseil. Et souvent même, on nous interpelle par rapport à beaucoup de dérives que commettent les Maliens du Sénégal ici. Par exemple, le parking de Mbao, à un moment donné, c'était un no man's land. Les autorités sénégalaises se sont plaintes. Elles se sont adressées à l'ambassade. L'ambassade nous a informés. Écoutez, sensibilisez vos compatriotes pour que désormais un tel nombre de choses ne se passent pas. Puisque si ça continue, ça va atterrir devant les tribunaux. Et qui sont les victimes? C'est nos compatriotes, c'est nous. Mais nous ne sommes pas l'État. Oui, on ne délivre pas de carte d'identité, on ne délivre pas de passeport, on ne délivre pas d'autres papiers d'état civil. Par contre, on peut s'impliquer valablement pour trouver une issue. Et il y a quelque temps, par exemple, pour faciliter les cartes d'identité, pour faciliter l'accès des pièces d'état civil aux Maliens, nous, on avait écrit à l'ambassade, puisqu'il y avait beaucoup de nos compatriotes qui sont là, qui n'ont pas de carte d'identité. Souvent, ils sont raflés par les différentes choses, soit la gendarmerie ou la police. Et toutes les fois qu'on a été informé, on s'est déplacé pour aller intervenir, pour les faire libérer. Mais ce n'est pas des situations, ce n'est pas des solutions pérennes. La solution pérenne, c'est quoi? On est allé rencontrer l'ambassadeur. On lui a dit, Excellence, nos compatriotes qui viennent ici au Sénégal, la plupart viennent de milieux ruraux, où il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de sage-femme, il n'y a même pas d'administration. Ils viennent ici pour faire la mendicité. Mais M. Touré, laissez-moi continuer, oui, c'est important. Oui. Parce qu'ils viennent ici pour faire la mendicité. Ils n'ont aucun papier. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous faciliter l'octroi de ces papiers-là? C'est des compatriotes, nous, on les connaît. C'est de leur bon droit, ils nous ont dit que sans pièce justificative, notre seule parole ne suffit pas, il faut quand même qu'il y ait un support. Et c'est comme ça que nous avons écrit. Là, je remercie tout le bureau, parce que c'est pas, quand ça réussit, c'est pour tout le monde, mais quand ça échoue, c'est seulement le président. Cette fois-ci, je vais remercier tout le bureau. Et là, lorsque vous étiez à la tête. Donc, quand on a écrit,
l'ambassade a transmis au ministère des Affaires étrangères. En retour, le ministère a répondu et a joint à sa réponse un décret de 1988 signé du général Moussa Traoré, l'ancien président du Mali. Et dans ce dit décret, il est dit que le témoignage peut bien être autorisé pour faire les pièces. Il suffit que deux notables maliens qui disposent de la carte d'identité consulaire malienne, se présentent pour dire qu'effectivement un tel est malien. Sur cette base-là, sur la base de cette déclaration, on peut leur faire la carte d'identité. Et c'est ce qui a été fait. Il y a beaucoup de gens qui en ont bénéficié. Et je veux dire, quand le terre traversait leur demeure là, parce que souvent ils sont dans des endroits un peu précaires là, sur les hangars et autres là. Quand le terre traversait, on les a recensés. À partir des cartes d'identité que nous-mêmes on nous a aidés à avoir, ils ont été dédommagés parce qu'ils ont une adresse. C'est des individus, ils sont connus. Certains ont eu 2 millions, 3 millions, 4 millions comme dédommagement. Beaucoup sont rentrés, d'autres sont là. Bon, certains, ceux qui l'ont appris, ils sont venus en grand nombre. Je dis non, ce n'est pas tous les jours qu'on a ça. Hein. Alors, il y a des étudiants, notamment le président des étudiants maliens au Sénégal, qui vous interpellent sur leur cas. Le stage, la formation et l'emploi, et voire même l'auto-emploi. Puisque vous vous assurez l'interface, vous pouvez quand même, par rapport à ça, faire une suggestion, une proposition à l'ambassadeur pour les porter secours. Si, on est là-dessus. Depuis très longtemps, on s'est engagé sur cette voie. D'abord, même pour les frais de scolarité. Parce que plusieurs fois, on a rencontré les autorités pour leur demander d'intervenir auprès des administrations universitaires pour leur demander d'adoucir un peu les frais de scolarité. Ou auquel cas, faire appliquer la réciprocité. La réciprocité, c'est quoi? S'il y a des Sénégalais qui sont au Mali dans les écoles, qui payent un tel montant, qu'on fasse bénéficier aussi, qu'on fasse bénéficier aussi les Maliens d'ici à ça. C'est ça la réciprocité. Les rapports entre États, c'est la réciprocité. Quand tu fais ça à mon citoyen, moi aussi je fais ça comme avantage, je le fais aussi pour ton citoyen. Mais si tu le refuses, moi aussi je le refuse. C'est ça la réciprocité. Donc, à ce niveau aussi, je dois dire que les étudiants qui sont là ne sont pas des étudiants qui ont été envoyés par l'État du Mali. Tous ceux qui viennent ici viennent à leurs propres frais. Il n'y a pas de boursiers maliens ici. Il n'y en a pas. Tous les étudiants qui viennent ici à l'université viennent à partir de leurs propres moyens. C'est différent si l'État les envoie ici, par exemple, l'État donne des bourses pour l'Algérie, pour le Maroc et autres là. Et dans ce cas précis, l'État les suit. L'État est obligé de les suivre parce que c'est l'État qui les a envoyés pour se former. Et voilà, donc s'ils ont des problèmes, c'est l'État qui assure leur protection et les garantir une certaine sécurité. Alors, monsieur... Maintenant, les étudiants qui sont là, qui viennent à partir de leurs propres moyens, on ne peut que les soutenir. C'est des frères à nous. Hein, s'ils ont des problèmes, souvent même pour organiser leur journée culturelle ou autre, là, ils font des quêtes, des demandes de soutien et on les accompagne. Parfois à titre personnel. À titre personnel. Alors, la toute dernière question, est-ce que le 21, le calendrier officiel et le lieu et l'acquisition des cartes de membres pourrait être un fondement très important pour le report éventuel de ce scrutin? Bon, nous, on estime, en tant que candidat sortant. On estime que la seule solution aujourd'hui, c'est de permettre à ce que tous les Maliens soient au même niveau. Vous ne pouvez pas donner les cartes des membres à un clan et en priver l'autre et leur dire d'aller à la compétition. Alors que c'est la carte de membre qui est l'élément principal pour aller à la compétition, d'après l'article 40. Donc, avant de terminer, puisque vous dites que c'est la dernière question, j'ai écrit pour dire que le Haut Conseil, l'élection qui a été délocalisée à Kolda, à Thiès et puis je ne sais où d'ailleurs, il dit que depuis que le Haut Conseil existe, aucune élection ne s'est jamais tenue en dehors de Dakar. Dans ces localités-là? Oui, puisque nous n'avons que l'ambassade du Mali, la chancellerie, c'est à Dakar. La chancellerie, comme je ne sais pas si vous savez que dans une chancellerie, il y a ce qu'on appelle les franchises diplomatiques. Hein? Les franchises diplomatiques, c'est quoi? C'est comme une extraterritorialité. Le Mali, l'ambassade du Mali, c'est comme un prolongement du Mali ici. Donc tous les Maliens peuvent se regrouper à l'ambassade, faire ce qu'ils veulent là-bas. Nous sommes chez nous. Mais dès lors qu'on sort de l'ambassade n'a pas de représentation, n'a pas de consulat en dehors de Dakar, n'a pas de consulat honoraire, n'a pas de consulat général.
Donc ça pose de sérieux problèmes. Surtout que dans le cas d'espèce, l'administration, l'ambassade n'est pas intervenue pour fixer ces dates-là, ces villes-là. Donc la tenue de ce scrutin-là, à la date butoir, est quasi impossible, selon vous? Bon, je ne dis pas quasi impossible, mais c'est mon sentiment. C'est mon sentiment qui peut être apprécié différemment. Oui, compte tenu des difficultés que vous évoquez. J'ai dit que, par exemple, nous, quand on s'est réunis la dernière fois, on a carrément dit que le choix des villes en dehors de Dakar, le lieu de vote, les noms, prénoms, contacts de nos représentants dans les bureaux de vote, les spécimens de bulletins de chaque candidat, devront faire l'objet de réunion. Et voilà, la date du 21, le temps en partie est relativement court pour satisfaire à toutes ces demandes. On en a évoqué. N'est-ce pas? Oui. Donc maintenant, pour que le truc soit inclusif, pour permettre à tout le monde de participer, je crois qu'ils doivent vraiment revoir leur position. Parce que, pourquoi? J'ai parlé tantôt du choix des villes. Franchement, le choix des villes pose problème. On a évoqué ça, la date, le lieu et les cartes. Aujourd'hui, nous, on sait, moi je sais, en tant que Malien, président des Maliens de l'Océan, je sais que les Maliens sont plus nombreux dans le bassin arachidier. Ça, c'est depuis très longtemps. Le bassin arachidier, les gens sont venus pour la culture de l'arachide. Il y a des zones où on exploite le sel. Il y a des zones où on exploite les ressources minières. Kédougou, il y a beaucoup de... Le temps que nous a imparti se sont écoulés. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, alors, merci, Monsieur Touré. Il y a beaucoup de choses à dire, mais vraiment, je crois que si la prochaine fois... On essaie d'être cohérent par rapport au sujet. Donc, peut-être on aura l'occasion d'aborder ces sujets qui sont très importants à vos yeux. Donc, encore une fois, merci d'avoir été notre invité sur le plateau de TMTV. Tamashek, merci d'être venu. Merci. Je dis ça à l'entame de mes propos, que le plaisir est toujours réaffirmé quand je viens ici. Voilà, je trouve des jeunes très compétents. Je suis chez moi et puis le cadre est agréable. Et je vous souhaite une bonne continuation et beaucoup de réussite dans ce que vous faites. La mission d'informer est une mission sacerdotale, donc je vous encourage à aller mieux. Merci bien. Alors, chers téléspectateurs, des milliers de Maliens et Africains qui nous regardent sur TMTV Tamashek, nous avons eu l'honneur, le plaisir de recevoir un candidat sortant, en l'occurrence Ibrahima Touré Al-Madan. Il est le secrétaire général de l'association Al-Bilali Soudan. Il est également président des ressortissants des cercles de Koudan au Sénégal. Donc, je disais, il est le président sortant du bureau du Haut Conseil. Avec lui, on a discuté par rapport au calendrier et les difficultés auxquelles le Haut Conseil est confronté en ce moment pour la tenue justement de cette élection-là. Et je profite de l'occasion pour remercier l'équipe Choc qui est derrière moi, qui ne cesse de m'accompagner pour la réalisation de mon émission intitulée Réelle idée. Je pense à notre fameux technicien Junior et également Fatou et notre directeur technique, Monsieur Ibro. Merci de nous avoir suivis. Allez, portez-vous bien et à très bientôt.